de notre territoire. C'est notamment l'objet de la réunion de ce soir. Pour la qualité d'écoute, je vous ai fait parvenir un point de la situation par écrit et nous aborderons aujourd'hui ces différents points de l'ordre du jour. Avant de vous expliquer brièvement le déroulé de ce conseil communautaire, je souhaiterais d'abord dire merci. Merci, et puis, s'il vous plaît, vous voulez bien fermer vos micros? Dire merci et rendre hommage à toutes les personnes qui travaillent au quotidien pour éradiquer cette pandémie, pour prendre en charge les patients et ceux aussi qui travaillent pour que cette situation d'urgence se déroule dans les conditions respectables malgré cette crise. Merci donc au personnel soignant et au personnel administratif de l'ensemble de notre territoire. Je pense au personnel hospitalier, je pense au personnel de nos EHPAD, je pense à nos médecins généralistes et spécialistes et à tous ceux qui se sont portés volontaires au sein de la réserve sanitaire. Merci aussi à toutes ces personnes qui sont mobilisées au quotidien. Je pense à tous nos professeurs des écoles qui accueillent les enfants des personnes mobilisées sur le terrain. Je pense à tous ceux qui réfléchissent aussi déjà aux conditions dans lesquelles nos enfants rentreront sans crainte au sein des écoles à partir du 11 mai et selon un calendrier que nous ne connaissons pas encore. Je pense à dire merci aussi à nos éboueurs. C'est notre personnel qui, sans faille, sont présents depuis le début sur le terrain. Merci à toutes celles et à tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'alimentaire, sans compter nos routiers. Et je sais combien leur investissement est remarquable depuis ces dernières semaines. Sans parler, bien sûr, des agriculteurs qui assurent notre alimentation. Merci aussi à nos bénévoles, particuliers comme entreprises. Et cet élan de solidarité que nous rencontrons depuis plusieurs semaines est un exemple que notre territoire sait être solidaire, sait se réinventer ensemble. On l'a dit déjà à plusieurs reprises dans notre conseil, ensemble on est plus fort. Bravo à tous donc. Je voudrais dire un merci particulier, on voudra bien m'en excuser, mais on le comprendra, à notre équipe de direction, Franck Terrebès, Eliane Janot, Sandrine Maginot, Bruno Rousselet. Merci aux élus communautaires d'une manière générale, mais vous voudrez bien me pardonner d'en citer quelques-uns plus particulièrement. Je dis merci en particulier à Jacques Gesson, notre premier vice-président, à Jérôme Matt, à Christian Batty, à Lise Magnier, à Augustin Delavenne et aussi à Benoît Apparu qui lutte à la tête de la ville de Châlons, mais qui est aussi un conseiller communautaire. Je dis un merci particulier à mon assistante Mélanie Acosta, que beaucoup d'entre vous ont régulièrement au téléphone. Et puis, j'aurais une pensée pour les familles qui sont endeuillées, les familles de notre personnel, les familles de nos élus. Plusieurs sont en deuil avec des parents qui sont plus ou moins lointains. Je voudrais aussi dire merci à l'un des nôtres d'une certaine façon. Je pense à M. Stalter, vice-président du conseil régional, mais qui est président des chambres de métiers de toute la France. Il était encore il y a quelques jours à Châlons. Pour toutes ces personnes, je voudrais que nous pensions que la pandémie tue la vie, mais elle tue aussi la liberté. Et je voudrais vous demander de respecter un instant de silence absolu avant de commencer notre réunion.
Bien, merci. Je voudrais maintenant demander à Jacques Gesson, s'il le veut bien, de faire l'appel des présents, que nous puissions vérifier qui a un ou deux pouvoirs avant d'aborder les différents votes que nous avons. Merci, Monsieur le Président. J'invite toutes les personnes à réouvrir leur micro à l'appel de leur nom et de leur refermer dans la foulée une fois qu'on s'est assuré de leur présence. Donc, nous allons procéder bien sûr par ordre alphabétique. Monsieur Jean-Pierre Abdan. Présent. Monsieur Apparu Benoît. Présent. Monsieur Aubert Emmanuel. Présent. Monsieur Paty Christian. Présent. Monsieur Bio Alain. Présent. Madame Françoise Billot. Absente. Absent. Madame Karine Bonne. Absente. Madame Inès Boulan. Présente. Ah bon, Karine, oui. On prend note, Karine, on a bien entendu. Merci. Madame Inès Boulan. Absente. Absent. Monsieur Boubroc, bien sûr, présent. Madame Clémence Brémond. Présente. Entendu. Monsieur Brémond Bruno a donné pouvoir à Monsieur Maillet. Madame Sylvie Butin. Présente. Très bien. Madame Marie-Pierre Carillot. Marie-Pierre Carillot. Apparemment absente. Monsieur Thierry Chapat. Présent. Très bien. Monsieur Pierre Charlet. Présent. Très bien. Monsieur Ludovic Chassigneux. Présent. Entendu. Monsieur Bertrand Chauffer. Présent, je l'ai entendu tout à l'heure, mais il n'a pas réactivé son micro certainement. Présent. Bertrand. On l'a entendu, ça. Ah, vous l'avez entendu. Oui, il vient de le dire. Bernard Collard. Présent. Présent. Monsieur Philippe Combi. Présent. Très bien. Monsieur Jean-Michel Daille. Présent. Très bien. Monsieur Augustin Delavenne. Présent. Très bien. Monsieur Jackie de Liège. De Liège. Bon, on fera un rappel après. Monsieur Desgroisses. Présent. Merci. Madame de Terme. Présente. Merci. Jean-Louis, présent. Présent. Monsieur Diaz. Présent. Merci. Madame Djemaï. Présente. Merci. Monsieur Doucet. Présent. Merci. Monsieur Dubois. Présent, je l'ai eu tout à l'heure. Monsieur Dubois qui remet son micro en fonction, je pense. Monsieur R. Monsieur R. Je n'ai pas entendu. Monsieur Fenat. Présent. Merci. Monsieur Gagnette. Présent. Merci. Madame Galichet. Présente. Merci. Monsieur Galichet. Présent. Merci. Monsieur Gérardin. Présent. Merci. Monsieur Monsieur Gérardin, Gerbeau. présent. Francis Gérardin, présent aussi. Hein. Francis Girardin, bien sûr, oui. Monsieur Gerbeau. Présent. Merci. Monsieur Gilles. Présent. Merci. Madame Gillet. Présente. Merci. Monsieur Griffon. Présent. Madame Guérin. A donné pouvoir à Madame Galichet. Voilà, c'est ça, merci. Monsieur Guillemot a donné pouvoir à Monsieur Batty. Monsieur Achin. Oui. Présent. Merci. Madame Aumont.
Madame Aumont. Absent. Monsieur Jacquier. Présent. Merci. Monsieur Jaloux. Présent. Merci. Monsieur Janson. Tu peux me parler fort. Présent. Merci. Monsieur Gesson-Henri a donné pouvoir à Monsieur Skinner. Gesson-Jacques présent, bien sûr. Madame Joussier. Madame Joussier, je l'ai entendu tout à l'heure. Certainement un problème de micro. Je la compte présente. Monsieur Lacuisse. Présente. Très bien, Madame Joussier. Monsieur Lacuisse. Présent. Merci. Madame Lelay. Matin. Madame Lelay. Absent. Monsieur Lebas est à mes côtés, à une distance réglementaire, je vous rassure. Monsieur Lefort, idem. Monsieur Legrand. Présent. Merci. Monsieur Le Herle. Merci. Monsieur Libéra. Présent. Merci. Madame Nicolas. Présente. Merci. Madame Louis. Apparemment absente. Monsieur Francis Machet. Présent. Merci. Lise Magnier. Présente. Merci. Monsieur Hervé Maillet. Présent. Merci. Monsieur Mazière René. Monsieur Mazière René. Présent. Merci. Monsieur Marchand Pascal. Présent. Merci. Madame Liliane Martin a donné pouvoir à Monsieur Lefort. Jérôme Matt est à mes côtés. Madame Michel. Présente. Merci. Monsieur Rodi Namur. Présent. Merci. Madame Padavoine. Présente. Merci. Madame Paqui. Présente. Merci. Monsieur Yves Perrin. Présent. Merci. Monsieur Hervé Perrin. Présent. Merci. Monsieur Pierre May. Gérard. Il s'est présenté tout à l'heure. Oui, il était là tout à l'heure. J'ai entendu. Bien présent. Monsieur Cyril Pointu. Présent. Merci. Monsieur Jean-Michel Pointu. Présent. Merci. Monsieur Poiret. Présent. Merci. Monsieur Poupard. Présent. Merci. Madame Ragelti. Présente. Merci. Monsieur Regnault Fabrice. Présent. Merci. Monsieur Rémy. Présent. Rémy Gabriel. Parfait, merci. Votre appel a été mis en attente. Monsieur Rouleau. Présent. Merci. Votre Monsieur appel a Royer. été mis en attente. Monsieur Royer. Présent. Votre appel a été... Merci. Madame Jaillère. Présente. Merci. Madame Schultes. Votre appel a été mis en attente. Présente. Merci. Monsieur Sera. Votre appel a été mis en attente. Merci. Monsieur Siner. Présent. Votre appel a été mis en attente. Madame Tronchet. Présente. Votre appel a été mis en attente. Monsieur Walter. Présent. Merci. Monsieur Votre appel a Walter. été mis en attente. Présent. Merci. Monsieur Guillaume. Votre appel a été mis en attente. Monsieur Guillaume. Merci d'appuyer sur quelque chose. Votre appel a été mis en attente. Monsieur Guillaume. Apparemment. Votre appel a été mis en attente. Walter a donné pouvoir à Madame Putin. Donc nous remplissons largement les Votre appel a été mis en attente. Alors, pour reprendre la parole. Madame Carillo, à l'appareil, je suis là. Par Votre appel a contre, été mis en attente. J'ai un son qui me dit que mon appel est en attente. Oui, oui, mais on vous entend très bien. Votre appel a été mis en attente. Et je vous note présente, Madame Carillo. Par contre, moi, je vous entends très mal, mais je suis interrompue parce Votre que appel a été mis en attente. Votre appel est mis en attente et je ne sais pas comment. Raccrochez votre micro. Votre appel a été mis en attente. Madame Carillo, raccrochez votre micro, s'il vous plaît. Votre appel a été mis en attente.
Romain Skinner, j'ai le même problème que Madame Carillo. Votre appel a été mis en Un attente. des membres de la soirée raccrocher et recomposer le numéro. Non. C'est un Votre appel a été mis en assemblée attente. qui a son portable, qui a pris un double appel sur son portable, c'est tout. D'accord, ok. Donc, Votre appel a été mis en attente. C'est pas pris de double appel. vérifiez vos doubles appels et ayez la précaution Votre de appel faire a été mis en attente. si vous ne voulez pas prendre la parole. Monsieur le Votre appel a Président, été mis en attente. Ouais, monsieur Marchand, j'ai le même problème aussi. Moi aussi, hein. Votre appel a été mis en attente. Oui, moi aussi. Votre appel a été mis en attente. Je vais vous faire un aveu, moi aussi. Non, mais tout le monde a ce problème, c'est juste une personne de l'Assemblée qui est en double appel sur son portable. Donc tout le monde a le même souci, voilà. donc vérifiez tous que vous n'ayez pas un double appel. Parce que la personne qui a un double appel, elle ne s'entend pas, Jacques, malheureusement. Ça y est, c'est terminé. Ça y est, C'est ça y bon, est. c'est bon. Monsieur le Président, vous pouvez reprendre la parole. Bien, merci. Je vais vous proposer de passer à l'ordre du jour proprement dit, c'est-à-dire aux délibérations. Nous avons une première délibération que je vous présente maintenant, en vous rappelant l'essentiel. Le Conseil des ministres a pris une ordonnance le 1er avril dernier qui permet la continuité du fonctionnement des institutions locales, mais selon des modalités de fonctionnement particulières. Il nous faut donc en conséquence adopter un règlement intérieur dérogatoire que vous avez trouvé en annexe de la délibération qui vous a été adressée et qui définit les modalités d'organisation des séances de notre conseil communautaire pour la durée de l'état d'urgence sanitaire. Donc l'état d'urgence sanitaire, pour le moment, on ne sait pas quand il s'arrêtera. Mais ce règlement est un règlement de fonctionnement provisoire jusqu'à la fin de la durée de l'urgence sanitaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vais demander s'il y a des votes contre. Alors, s'il vous plaît, comme je ne vois pas qui lève ou qui ne lève pas la main, est-ce qu'il y a des votes contre ? Ceux qui désirent voter contre annoncent leur nom. Il n'y a donc pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Même chose, ceux qui veulent s'abstenir sur ce rapport peuvent donner leur abstention. Donc le vote est adopté à l'unanimité. Le vote du rapport numéro 1 est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a, par rapport à l'appel qu'on a été fait, d'autres personnes qui se sont jointes à nous ? Un appel a été fait par Jacques Gesson. Entre-temps, quelqu'un peut être arrivé. Ce n'est pas le cas. Donc nous passons au rapport numéro 2, qui va être rapporté par le premier vice-président, Jacques Gesson. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit des délégations accordées au Président. Donc il vous est proposé de lui conférer l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception bien sûr de ceux cités dans le corps de la délibération, et ce pour la durée de l'état d'urgence sanitaire. Voilà. La dictature n'est que provisoire. Bon. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Si personne ne souhaite intervenir, nous allons procéder à... Pardon ? Président, Oui, Président, qui parle ? Bruno Rouleau. Bruno Rouleau. Ah, ça ne m'étonne pas. Non, c'est juste une petite précision, après j'interviens peu. C'était pour dire que la commission économique et la commission finance ont voté toutes les délibérations, ont donné un avis à l'unanimité de toutes les délibérations. Ouais. Voilà. Merci de Pas de débattre. Hein. Merci de le préciser. Alors, cette précision étant donnée,
Y a-t-il des personnes qui désirent voter contre le rapport numéro 2? Monsieur Bourbrock. Quelqu'un m'interpelle? Non, non, je disais que vous vouliez voter contre, Ah, pardon. monsieur Vattel. Là, c'est Monsieur Vattel. Oui. Ça ne m'étonne pas non plus. Bon. Il n'y a pas de raison. Alors, qui est-ce qui s'abstient? Je ne vote pas contre, moi, hein, ça va en Oui, tête, hein. oui, j'ai bien compris. Vous me donnez les pleins pouvoirs, c'est ça, Monsieur Vattel? Oh oui, ben oui. Bon, J'ai oublié. merci. Alors, il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas d'abstention. Le rapport numéro 2 est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 3 va maintenant vous être présenté par Jérôme Matt, qui va vous en présenter d'abord la philosophie. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, donc cette délibération va consister à la participation de la communauté d'agglomération de Châlons au Fonds régional donc résistance qui est destiné à des mesures de soutien aux entreprises dans le cadre de la crise Covid-19. Comme beaucoup de collectivités, donc la région Grand Est donc a souhaité monter en complément des dispositifs donc nationaux déjà mis en place, et que les dispositifs nationaux, ce sont tous les dispositifs d'État, que ce soit des aides, que ce soit des reports donc de charges donc au niveau donc du URSSAF ou des impôts, donc a souhaité donc créer donc un fonds donc régional doté de 44 millions d'euros et a proposé donc aux EPCI de pouvoir y participer à hauteur de 2 euros par habitant. La région a également engagé dans cette démarche la Banque des territoires, l'ensemble des départements de la région Grand Est pour avoir une puissance supplémentaire pour l'aide apportée donc aux entreprises, donc qui va s'adresser à deux types de publics. Donc les entreprises moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et également les associations donc de la région Grand Est qui pourraient être en difficulté donc du fait donc de l'épidémie que nous connaissons. Donc le fonds est alimenté pour chacun des organismes que je vous ai cités donc à hauteur donc de 2 euros donc par habitant, ce qui va faire pour notre territoire une somme de 640 000 euros donc dédiée à ce fonds, encore une fois pour les entreprises et pour les associations qui vont être éligibles au dispositif. Et donc aujourd'hui, il vous est proposé donc d'y adhérer et de valider la participation de la communauté d'agglomération, et seulement de la communauté d'agglomération. On verra dans la délibération suivante l'autre fonds que nous avons mis donc en place. Et donc là, c'est vraiment le PCI qui doit participer donc à ce fonds et donc donner l'autorisation au président de rejoindre la démarche qui a été proposée par le président de région. Bien, merci. Alors, je dois vous préciser que j'ai reçu à 17h13, donc juste avant cette réunion, une lettre du président Rotner qui dit ceci, je vous la lis. Dans le prolongement de nos récents échanges sur la mise en œuvre du fonds Résistance, et comme nous nous y étions engagés, j'ai le plaisir de vous informer que la plateforme informatique est opérationnelle depuis ce matin. Les associations, entrepreneurs, micro-entrepreneurs et petites entreprises dont l'activité est impactée par la crise sanitaire trouveront sur cet espace simple et facilement accessible les éléments nécessaires pour solliciter l'aide commune de nos instances. Je vous invite donc à largement communiquer et relayer ces liens afin que notre dispositif puisse rapidement entrer en phase opérationnelle. Bien évidemment, je vous enverrai dès ce soir les références qui nous sont données. Je l'ai dit pour ceux d'entre vous qui voudraient les noter maintenant. https://2.résistance.grandest.fr/aide au pluriel. Et il y a une autre référence pour ces interventions pour les entreprises citées. https://2
www.grandest.fr/vaux-du-6 aide-du-6 régional au pluriel, bien sûr, aide et régional au pluriel, /fonds, FONDS, -du-6, résistance. Mais je vous enverrai cette lettre dès ce soir. Voilà. Alors, maintenant, y a-t-il des questions? Monsieur le Président, Martine Isola à l'appareil. Pourrais-je prendre la parole? Oui, je vous en prie. Merci. Je voudrais, en complément de ce qu'a dit Jérôme et de ce que vous venez de dire, je voudrais juste souligner le point de l'instruction des dossiers, parce que les entreprises se heurtent toujours à une forme de complexité administrative qui parfois décourage. Nous avons voulu, dans ce dispositif, faire simple et accessible. Vous avez raison, Monsieur le Président, de souligner que en tapant sur Google Fonds Résistance Grand Est, eh bien, on arrive à cette plateforme qui a été ouverte ce matin. Je l'ai consultée, elle est très simple et elle s'adresse évidemment aux demandeurs qui veulent bénéficier des fonds en question, dont Jérôme a parfaitement dit qu'il y avait 44 millions de disponibles selon les modalités qu'il a indiquées tout à l'heure. Alors, a priori, donc, quel sera le circuit d'instruction des demandes? Il sera le suivant. Les entreprises saisiront leurs demandes sur le portail en question. La maison de la région collectera sur ce portail les demandes des entreprises. La maison de la région, c'est-à-dire la maison de la région à Châlons. Oui, tout à fait. Pour le département de la Marne, ce sera la maison de la région de Châlons. Et elle transmettra aux EPCI, aux EPCI, la demande des entreprises ou des associations, car vous avez noté qu'il y a un régime supplémentaire pour les associations. Donc, transmettra aux EPCI ces demandes. Ce sont les EPCI qui vont instruire, qui donneront un avis. Cet avis sera retourné à la région et c'est la région qui convoquera le comité d'engagement sur la base des listes des entreprises validées par les EPCI. Au sein du comité d'engagement siégeront 4 valideurs. Ce sont les contributeurs du fonds, c'est-à-dire la région, c'est-à-dire la Banque des territoires, c'est-à-dire le département et c'est-à-dire l'EPCI. Voilà ce que je voulais préciser au niveau du circuit d'instruction des dossiers. Ça me paraissait important d'en parler. Est-ce que vous pouvez nous donner, Martine Isola, une précision supplémentaire? Quelles sont les associations, parce que ça peut surprendre certains d'entre nous, quelles sont les associations qui sont concernées? Alors, si vous voulez, il s'agit donc d'une avance remboursable. Le dispositif, résistance, c'est une avance remboursable de 5 000 à 10 000 euros pour les entreprises de moins de 10 salariés. Et pour les associations de 20 salariés, elles peuvent prétendre à une avance. C'est toujours une avance remboursable, pas des subventions. On parle d'avance remboursable. Le soutien peut aller jusqu'à 30 000 euros aux associations qui ont entre 1 et 20 salariés. Et ce sont, et aux acteurs du secteur non marchand. Ce sont toutes les associations. Excusez-moi, il y a des personnes qui parlent. Laissez parler Madame Lisola. J'ai fini, Monsieur le Président. D'accord, est-ce que tout le monde a compris votre intervention? Non, parce qu'il y a des personnes qui ont parlé en même temps, on n'a pas entendu. Oui. Alors, si vous voulez bien repréciser, Martine, les interventions pour les associations. Alors, je disais à l'instant, je rappelais que les aides étaient de 5 000 à 10 000 euros pour les entreprises qui comptent jusqu'à 10 salariés. Et ce soutien peut aller jusqu'à 30 000 euros pour les associations qui ont entre 1 et 20 salariés. Et aux acteurs du secteur non marchand. En fait, ce sont toutes les associations. OK. À mon sens, à ma connaissance. Oui, mais c'est effectivement le cas. Voilà, j'ai terminé. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir avant que nous procédions au vote?
Rudy Namur. Une question Rudy, peut-être. Rudy Namur, Oui, Monsieur le Président. allez-y. Pour rebondir sur ce que disait Martine Isola, ça m'interpelle et ça m'interroge parce que j'ai été sollicité par différents clubs sportifs pour un voire deux salariés. Donc ça veut dire que ces clubs sportifs, si j'ai bien compris, pourraient être éligibles. Je pense au Hockey Club Chalonnais, par exemple. Madame Lisola. Alors écoutez, je ne veux pas m'engager outre mesure, au-delà de mes connaissances. Moi, j'ai cru comprendre que la région travaillait vers le secteur associatif, culturel et sportif pour justement ces associations qui ne peuvent pas, comment dirais-je, émarger aux autres dispositifs. Il y aurait évidemment ce fonds de résistance qui pourrait leur venir en aide au monde associatif. Mais je confirmerai cela par l'intermédiaire du cabinet de Bruno Bourbrock dans la soirée pour être porté à votre connaissance. Monsieur Namur, on vous répondra donc. Hein. Je pense que ça peut intéresser beaucoup d'associations du territoire. Ça. Oui. Mais... Je peux préciser, c'est Madame Panavoine. Oui. Allez-y, Floriana. Alors, de mémoire, le Hockey Club Chalonnais a déjà fait la demande auprès du Fonds Résistance et ils attendent une réponse. Ben voilà, donc ça marche pour toutes les associations. Non, il y a des conditions. Je peux apporter de précision. Il y a des conditions. Qui veut apporter de précision? Karine Bonne. Oui, Karine. Oui, merci. Je voudrais juste préciser, Martine a été très complète, mais je rebondis sur la question de Rudy, qu'il s'agisse des entreprises qui vont solliciter le fonds résistance et des associations. Ce fonds-là n'a pas vocation à aider des structures qui auraient connu des difficultés avant la crise sanitaire, mais bien du fait de la crise sanitaire. Après, ce sera au pouvoir discrétionnaire du comité d'engagement, bien sûr, en fonction des situations. Voilà, d'après. Merci. Vous voyez, je reprends la parole, si vous le permettez, Président. Je regarde les infographies de la région pendant que les uns et les autres échangent, et je tombe sur l'infographie culture. Mais ce qui est valable pour la culture est valable pour le sport. Le fonds résistance, grand texte spécial pour les très petites entreprises et associations. C'est bien le cas de ce qu'on vient de se dire. Floriana a raison, et elle illustre parfaitement que ce fonds est opérationnel pour les clubs sportifs pour, en effet, les difficultés rencontrées résultant de la crise. Ce fonds n'a pas vocation à aider les difficultés structurelles, évidemment. Entre parenthèses, c'est vrai aussi pour les entreprises, naturellement. Ben oui. Bien. Merci. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Oui. Oui, qui? Jean-Louis Deveau. Jean-Louis Deveau, allez-y. Oui, Monsieur le Président, je voulais simplement vous faire l'information suivante. Le département, évidemment, abonde ce fonds, mais au demeurant, à ceux qui pensent que déjà ce fonds sera insuffisant pour satisfaire les besoins, le département rappelle qu'il aura aussi une autre tâche dans le futur, puisque vous savez que nous avons tout le social à nous occuper et nous craignons que au niveau du RSA, une augmentation forte s'annonce dans les mois qui vont suivre. Et vous savez que le RSA représente près de 90 millions d'euros sur les 500 millions d'euros de budget du département. Et on ne pourra pas évidemment facilement abonder à nouveau ce fonds si malheureusement il est insuffisant. Merci. Plus personne. Qui? Dominique Vattel, une question. Oui, Monsieur Vattel. Oui, est-ce qu'on peut avoir un temps estimatif entre le moment où on va poser une candidature, si je peux dire, et le moment où les fonds seront sur les comptes des entreprises ou des associations? Bon, je suis incapable de vous répondre, moi, avec précision, mais ceci dit, le principe de ce fonds, comme de celui qu'on va vous présenter au rapport suivant, c'est d'intervenir très vite. Très vite. Je ne peux pas vous donner avec précision la durée avec laquelle on va instruire le dossier, mais c'est très rapide. C'est ça, oui. D'accord. Si je peux intervenir, Monsieur le Président, Martine Isola. Oui, oui. Monsieur le Président, oui. Je veux vous dire à Monsieur Vattel sur la notion de réactivité, de rapidité
réalité, je peux vous informer que dès jeudi prochain, un comité d'engagement est déjà prévu. Il est déjà prévu et on me dit que dès que la validation sera obtenue en comité d'engagement, tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, et bien la région actionnera l'autorisation de programme sans passer par une commission permanente, comme l'autorise l'ordonnance du 1er avril, et puis le mandatement suivra. Monsieur le Président Bourboc a raison de dire, le succès du dispositif, c'est évidemment sa simplicité et sa réactivité. Merci. Ce n'est pas, Monsieur Vattel, pour vous rassurer, ce n'est pas la bureaucratie soviétique. Je ne suis pas sûr que ce soit approprié, Monsieur le Président, Ouais. provisoire. Mais c'est très bien si ça va vite. Très bien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Oui, Bernard Collard, Monsieur le Président, si vous permettez. Oui. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, une simple petite remarque qui m'a un petit peu gêné, c'est la page 68, en haut de la page, on parle bien sûr des entrepreneurs, micro-entrepreneurs et entreprises jusqu'à 10 salariés non éligibles à financement bancaire. Et ça, c'est vraiment subjectif, quoi. Comment définir que quelqu'un n'est pas éligible à financement bancaire, ça paraît, comme on a dit, un peu compliqué. Parce que je vais laisser répondre Jérôme. Jérôme, Oui, je suis là. La non-éligibilité financement bancaire, généralement, ça se mesure à la disponibilité donc, propre de l'entreprise. Lorsqu'il y a des fonds propres, donc négatifs, souvent les banques sont souvent peu enclins donc, à prêter, donc d'autres critères, mais ces critères-là d'analyse nous échappent totalement. Je veux dire, c'est une relation contractuelle privée qu'il y a entre la banque et une entreprise, sachant que l'État pousse beaucoup, notamment avec une garantie, ce qu'on appelle les PGE, par l'État, avec une garantie de 90% donc par BPI, ce qui doit permettre de rassurer aussi les établissements bancaires. Mais aujourd'hui, on n'a pas du tout la main sur l'appréciation ou pas de l'éligibilité d'une entreprise vis-à-vis d'un prêt qui serait demandé d'une banque. qui peuvent raisonner notamment en fonction du passé bancaire du demandeur. Il y a des tas de facteurs qui peuvent influencer la demande auprès du banquier. On peut voter? Monsieur le Président, Karine Bonne. Oui. Allez-y. Je voulais juste ajouter... Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais. Je voulais juste ajouter sur la question de non-éligibilité à un financement bancaire que le fonds résistance a vocation à intervenir en dernier recours. C'est-à-dire que les entreprises vont d'abord solliciter effectivement PGE, frais rebond, fonds solidarité État, etc. Et ensuite seulement pour toutes celles qui ne répondront pas aux critères de ces dispositifs, la région imaginez le fonds résistance pour qu'il n'y ait pas de quête. D'accord. Merci. Plus personne ne demande la parole? Alors je vous propose de passer au vote. Est-ce que par rapport au précédent vote, il y a de nouvelles personnes qui sont entrées dans la salle de conférence? Personne n'est rentré dans la salle de conférence, mais nous avons reçu le pouvoir de Madame Aumont au profit de Monsieur Vattel. D'accord, donc ça fait un vote supplémentaire. Je vais appeler ceux qui désirent voter contre. Y en a-t-il? S'il n'y en a pas, quels sont ceux qui veulent s'abstenir? S'il n'y en a pas, eh bien le rapport est adopté à l'unanimité. Et je vais demander à Jérôme Matt d'aborder le dispositif local, le rapport numéro 4. Alors, Monsieur le Président... Monsieur Matt, excusez-moi de vous interrompre, mais le rapport s'appelle Direct Trésor sans Châlons en Champagne. Direct Trésor, hein, par rapport au dossier que j'ai sous les yeux. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous propose avant de vous expliquer la délibération, c'est de corriger quelques coquilles qui sont restées donc dans la délibération et surtout dans le dispositif qui est joint à la délibération.
et vous expliquer pourquoi il y a eu ces coquilles. C'est que ce dispositif est prêt depuis le 16 mars. Nous attendions une validation de la région pour le mettre en œuvre donc de manière opérationnelle. Nous avons eu beaucoup d'échanges avec la région. Il y a eu des ajustements sur les publics cibles ou autres par rapport à ce qu'on avait prévu. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a eu des ajustements, on n'a pas forcément, en tout cas, il nous a échappé de faire des réajustements du dispositif. Et puis vous savez tous comme moi qu'il y a un moment, lorsque ça fait 30 fois qu'on lit le dispositif, même si on a plusieurs qu'on veut corriger, il y a des erreurs malheureusement qui continuent à nous échapper. Donc c'est pour ça qu'il y a ces coquilles. Ce dispositif a été imaginé dès le 16 mars parce qu'on sentait malheureusement une mauvaise tournure économique des choses. Donc je vais vous proposer donc les modifications suivantes qui seront intégrées aux documents qui seront transmis au contrôle de légalité. Donc ne vous inquiétez pas, même si ce n'est pas bon sur vos délibérations, les documents ont été donc corrigés, si vous validez la délibération tout à l'heure, pour être transmis au contrôle de légalité, pour que ce soit les bonnes formules, les bons textes et les bons mots. Sur le paragraphe 2, nous avons rajouté donc, dans le public cible artisans, commerçants indépendants et petites entreprises. Concernant la commission d'engagement, donc nous avons donc ajouté donc le maire des communes participant ou son représentant. Et donc nous avions effectivement à la base dans le dispositif le maire de Châlons, puisque ce dispositif au départ avait été imaginé par la ville de Châlons pour être proposé ensuite à la communauté d'agglomération et aux autres communes membres de notre communauté d'agglomération. Concernant donc le règlement en tant que tel, à l'article 4, donc c'est un montant maximal de 5 000 € par entreprise et non pas par emploi. L'aide versée au point 4.2, l'aide versée est versée sur le compte de l'entreprise et nous supprimons sur le compte personnel de l'entrepreneur. À l'article 5, d'un montant maximal de 5 000 € par entreprise et non pas par emploi, comme nous faisons pour le 4.1. Concernant la commission d'attribution, article 2, donc nous remplaçons et jusqu'au 30 avril, sauf prolongation par dispositif valable pour une durée de 3 mois, qui pourra être prolongé selon l'évolution de la situation économique et sanitaire. Au début, on avait mis donc 30 avril, puisque lorsque l'on l'a imaginé le 16 mars, on avait un peu de temps, sauf que les échéances se sont un peu décalées, le temps de la mise en place des différents dispositifs, notamment celui de la région. Donc, ce que je vous propose maintenant, donc, c'est de vous expliquer donc, ce dispositif. Donc, il a été vu pour venir de manière donc, complémentaire au fonds résistance, donc c'est-à-dire pour avoir un effet de levier supplémentaire et d'apporter une somme supplémentaire donc, aux entreprises, toujours selon les mêmes critères. Moins de 10 salariés, moins 2 millions d'euros donc, de chiffre d'affaires. L'idée est que la communauté d'agglomération donc, constitue donc, ce fonds direct trésor, donc, qui est doté dans un premier temps donc, de 500 000 €, qui pourra être augmenté selon les circonstances économiques d'un second 500 000 €, et que chacune des communes membres puisse y participer, non pas selon le nombre d'artisans, de commerçants sur sa commune, mais selon le nombre de personnes, de commerçants, d'artisans, d'entrepreneurs individuels ou artisans présents sur sa commune, qui fera une demande d'accès au dispositif et qui sera réputé pouvoir y bénéficier. Ce qui va permettre d'avoir un effet levier donc, supplémentaire, puisque donc, la communauté d'agglomération, l'aide ne sera pas de 5 000 €, mais ce sera 2 500 plus 2 500. 2 500 de la commune et 2 500 de la communauté d'agglomération, ce qui pourra nous permettre de faire bénéficier plus de personnes au fond que si c'était la seule communauté d'agglomération donc qui pouvait donc abonder ce fonds. Mais pardonnez-moi, Jérôme, il s'agit d'une aide maximale, hein, et ce n'est pas une aide systématiquement de 5 000 €. C'est une aide maximale, effectivement. Une aide maximale forfaitaire, donc comme pour la région, sans garantie, sans intérêt. Au niveau du fonctionnement de l'instruction des dossiers, on vous propose quelque chose de simple, c'est de demander exactement les mêmes
documents qui sont demandés par la région pour éviter que ça devienne grosso modo des difficultés donc administratives dans le rassemblement donc, des pièces. Le comité d'instruction de direct Trésor sera donc équivalent au comité d'instruction du fonds région, ce qui permettra, nous, lorsque nous aurons, lors de notre comité d'instruction pour le fonds donc, régional, de proposer et de veiller à ce que les entreprises qui en ont besoin puissent bénéficier donc, également donc, de notre fonds. Et ce comité d'instruction et d'engagement pour notre fonds direct Trésor qui sera unique, donc qui pourra donc statuer de manière donc très rapide, c'est que nous nous sommes entourés donc d'organisations donc professionnelles qui pourront nous apporter un regard donc professionnel de chefs d'entreprise donc sur la nature de l'activité donc de l'entreprise et de regarder si effectivement les entreprises ont intérêt à avoir accès et s'il n'y a pas d'autres dispositifs qui pourraient donc venir en secours et donc de regarder si toutes les cases ont été cochées. Et donc nous avons au niveau des comités d'instruction et d'engagement la participation autre de la communauté d'agglomération, du maire ou de son représentant, un représentant du MEDEF, un représentant de la CPME, un représentant de l'union donc patronale de proximité, un représentant du tribunal de commerce, un représentant de l'UCIA donc à Châlons et un représentant de l'ordre des experts comptables, ce qui permettra donc également de s'assurer que les entreprises auront un accès donc à l'information et pourront être guidées également dans les formalités donc pour remplir donc les dossiers, puisque aujourd'hui les experts comptables sont également donc au front et au chevet des entreprises, puisque souvent c'est eux qui font donc les déclarations et quelques démarches à la place donc des entreprises lorsqu'il y a un peu de papier, puisqu'ils ont entre guillemets cette faculté de pouvoir avoir accès de manière rapide à tous les documents que l'entreprise doit justifier avant de demander donc, un prêt, une aide donc, ou autre, aujourd'hui au niveau de tous les dispositifs qui sont ouverts. Oui, vous avez terminé, Jérôme ? Pour le moment, j'ai terminé. Bien, alors peut-être y a-t-il des questions ? Bruno Rouleau, je voulais faire une petite intervention, Monsieur le Président. Allez-y. C'est deux choses, le fonds de résistance, le fonds direct réseau, c'est super bien. Moi, je vote à tout, je l'ai dit tout à l'heure, à tous les trucs. Mais il faut rappeler que c'est pas une aide, c'est un prêt de trésorerie. Vous savez qu'aujourd'hui, on a accès à des prêts à 1%, entre 0 et 1, c'est pas énorme. C'est une aide supplémentaire qui est importante pour toutes les entreprises et j'adhère totalement, mais il faut pas faire croire qu'on donne beaucoup d'argent. Faut bien montrer qu'on soutient les entreprises et voilà. Et j'ai un deuxième point. Interviendra peut-être. C'est qu'il ne faut pas qu'on emprunte pour prêter. Mais a priori, on n'aura pas forcément besoin de le faire, mais c'est quand même inscrit. Je voterai quand même pour. Et la dernière chose, c'est que les communes qui n'ont pas de commerce et tout ça, comme celle que je représente, par solidarité, nous on abondera aussi sur une somme qu'il faudra valider sur ce dossier. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Mais c'est hyper important d'aider les entreprises, mais il ne faut pas faire croire qu'on va tout sauver comme ça. C'est un plus, plus un plus, plus un plus. Je réponds à Bruno Rouleau avec, vous avez raison de le souligner, ce n'est qu'une avance remboursable, si j'ose dire, mais qui peut être salutaire pour l'entreprise, avec un remboursement différé d'au moins 1 an, mais une dette qui peut éventuellement s'échelonner. Et puis, cette aide sous forme d'une avance remboursable, elle s'adresse à un certain nombre d'entreprises et pas seulement les commerçants. Bruno Rouleau, vous parlez de votre commune qui n'a pas de commerçants, mais il y a souvent dans les communes, s'il n'y a pas de commerce, il y a des petits artisans. Oui, oui, tout à fait. Jacques Gesson, s'il vous plaît. Oui, oui, Jacques. Monsieur le Président, oui. En complément de la tenue de la commission mixte Finances et Développement économique, nous avons reçu aussi un certain nombre de coups de téléphone de maires, justement, qui n'ayant pas d'artisans ou de commerce sur leur village, souhaitaient éventuellement avoir un acte de solidarité.
Donc aujourd'hui, les contours ne sont pas définis, mais Jérôme a évoqué éventuellement un plan de relance qui pourrait venir dans un deuxième temps. Et donc, on pourrait donner la possibilité aux communes qui le souhaitent d'abonder un fonds pour une deuxième phase où aujourd'hui les contours ne sont pas définis, mais cette solidarité pourra s'exprimer. Voilà. Merci. On est terminé pour le complément d'information. Merci de la précision, oui. D'autres interventions? C'est Bernard Collard, Monsieur le Président, si vous permettez. Bernard Collard, allez-y. Oui, ce qui me gêne un petit peu, bien sûr, je souscris pleinement à tous ces dispositifs. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on aura un risque d'avoir des dispositifs différents entre les commerçants, les artisans, les petites entreprises du secteur Châlons et villes alentours, et puis les ruraux, les vrais ruraux. Moi, j'aurais été partisan d'une participation de toutes les communes à l'habitant, un petit peu comme le fonds de la région, de la banque, etc. Châlons abonde ce fonds à hauteur de 12 € par habitant. Est-ce que toutes les communes ne pourraient pas faire de la même manière? Ça aurait été très simple et on n'aurait eu qu'un dispositif et tout le monde aurait profité de la même manière. Y a-t-il d'autres interventions? Je laisserai à Jérôme Matt le soin de répondre. Mais y a-t-il d'autres interventions? Oui. Monsieur Matt. Monsieur le Président, il y a Monsieur Libera qui voudrait poser une question. Ah, Monsieur Libera, posez une question. Oui, moi je voulais savoir pour les communes, si on adhère à ce dispositif, quels sont les délais, comment que ça se passe, puisque je pense que ce soir nous votons donc au sein de l'agglomération, mais nous les communes, va falloir qu'on délibère également dans nos conseils, je pense. Et puis par rapport au montant, est-ce qu'on peut, comme il y a un montant maximal de 2500 € pour la commune, est-ce qu'on peut aller en deçà, ça veut dire 500, 1000, parce que bon, en fonction, nous des artisans, des commerces qu'on peut avoir, on voit nous sur la zone de la CCI, il y a quand même pas mal de petites entreprises, savoir un peu nous sur nos budgets, prévoir les dépenses si on adhère au dispositif. Le principe, Monsieur Libera, c'est que la commune donne la même somme que l'agglo. Donc si l'agglo suggère d'accompagner une entreprise à hauteur de 4000 €, la commune doit donner 2000 €. C'est le principe d'équité, en sachant que Châlons abonde abondamment, si j'ose dire, le dispositif. Oui, mais ma question, c'était surtout celle-ci. C'était, Monsieur le Président, c'était si la commune ne participe pas, est-ce que l'agglo va verser de son côté seul? Non. Non. Voilà. Monsieur le Président, une demande de parole de la part de Philippe Combi. Oui, Monsieur Combi. Oui, cher collègue président, je me réjouis de ces dispositifs qui sont performants et marqués, je dirais, au coin du bon sens économique. Il faut absolument les valider, les soutenir. Je serais juste tenté d'être peut-être un peu jusqu'au boutiste en faisant remarquer que nous pourrions nous inscrire dans une logique un peu plus généreuse. Je pense que cette avance remboursable, qui est un cadre réglementaire et juridique probant, nous pourrions aller au-delà et faire pour les entreprises, pour toutes les catégories que vous avez énoncées, un véritable don. On va s'inscrire, je ne vous apprends rien, dans un plan Marshall global, plus global, et nous pourrions montrer l'exemple et la confiance que nous portons à nos entrepreneurs en leur donnant tout simplement 2500 x 2, et évidemment en leur demandant des comptes, en leur demandant un dossier, comme vous l'avez préconisé, Président, mais je pense que nous pourrions aller bien plus loin pour que les entrepreneurs se sachent totalement soutenus par l'arrière. Voilà, merci. Je ne vous apprends rien, Monsieur Combi, que mon successeur, en principe, aura à gérer des difficultés budgétaires très grandes, qu'il y aura demain des choix à faire et qu'on ne peut pas partir du principe de tout donner. Nous aurons des choix à faire, notamment dans nos investissements, et peut-être supprimer des projets, sûrement même, des projets que nous avions, y compris déjà commencé. Pierre Poupard, j'aimerais faire une intervention. Oui, justement, je reprends un petit peu ce que disait Jacques au niveau des communes qui s'inscrivent dans une démarche un petit peu complémentaire.
Voilà, moi je pense qu'on a d'autres, il y a des actions économiques qui sont amenées, mais je pense qu'on sera dans quelques semaines, dans quelques mois, amené à voir aussi des actions sociales. Donc peut-être que les communes qui ne veulent pas s'inscrire pour l'instant, enfin qui ne veulent pas, qui n'ont pas le schéma de commerce chez eux, seront peut-être amenés par solidarité à jouer aussi dans le social. Par exemple, au moment du déconfinement, je pense qu'il y aura des aides à amener à certaines familles pour les enfants, un accompagnement, enfin, je ne sais pas trop, hein, mais socialement, il faudra un accompagnement par rapport à la reprise d'activités scolaires et peut-être des moments où les parents sont un peu dans le besoin ou dans la contraint par rapport à certaines choses. Donc, moi, enfin, au niveau de la commune de chez nous, on avait un peu une réflexion qui était celle d'abonder, mais peut-être dans des fonds qui vont venir ultérieurement et plus avec une action peut-être sociale par rapport et moi je vois par rapport à l'aide à des parents d'enfants en difficulté ou autres. Voilà. Monsieur Poupard, le fonds direct Trésor, j'allais dire, n'intervient dans une commune, la vôtre par exemple, que dans 2 mois. Vous êtes sollicité, vous, commune de Bussy-Lettré, qu'à ce moment-là. On ne vous demande pas de verser une contribution tout de suite. C'est en fonction des interventions que nous serons amenés à faire. Allô ? Je suis dans le même cas par exemple que Bruno Rouleau. On n'a pas de commerce, donc on n'aura pas, je veux dire, de demande sur notre village. Par contre, on veut, comme Bruno, nous on est prêt à faire des actions qui viendront aussi par la suite en solidarité, mais peut-être pas dans le principe de direct trésor. On va peut-être recréer d'autres actions, voilà, et à ce moment-là, les communes qui n'avaient pas de commerce ou qui ne sont pas rentrées dans ce réseau-là pourront très bien, se regrouper, remutualiser et avoir une action sur d'autres projets. Mais rien n'interdit à une commune, sous la forme qu'elle souhaite, de pratiquer la solidarité, bien évidemment. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Monsieur Galichet. Oui. Oui. Donc moi, c'est un peu comme Monsieur Collard. J'aurais été plus pour une participation de toutes les communes aux habitants ou un autre mode, parce que finalement, on est quand même sur un territoire, et si on n'est qu'un territoire, pour moi, ce n'est pas plusieurs communes, tout l'ensemble. Donc je pense que ça aurait été beaucoup plus équitable et beaucoup plus reconnaissant de l'ensemble. Concernant deuxième remarque, M. Cambi dit qu'il faut aller plus loin. C'est vrai qu'il faudrait sûrement aller plus loin, mais après il y a effectivement le côté financier et il ne faut pas se leurrer sur l'argent qu'on va amener certaines petites entreprises ou commerces qui ne pourront pas rembourser parce qu'ils n'auront pas les moyens et qu'ils ne tireront pas du bout, ou ils ne pourront pas rembourser. S'ils remboursent, ils sont obligés de fermer. Donc ils sont bien obligés à ce moment-là de faire des apparités pour ces cas-là. Nous vous proposons, Monsieur Galichet, un système auquel on a bien réfléchi et qui nous a paru équitable. Bon, libre à vous de proposer effectivement un autre système, mais je crois que nous avons voulu faire simple pour l'intervention auprès des entreprises, mais simple aussi pour vous-même, mesdames et messieurs les maires, et pour que le dispositif puisse être opérationnel très vite. Jérôme Matt ne vous l'a peut-être pas dit comme ça, ne nous l'a peut-être pas dit comme ça, mais nous souhaiterions pouvoir intervenir, bien sûr, avant la fin du mois d'avril. Si vous me permettez... Jérôme ? Oui. Oui, allez-y, Jérôme. À toutes les questions qui ont été posées et surtout de bien recontextualiser notre dispositif direct trésor. Comme son nom l'indique, c'est aujourd'hui pour permettre à ceux qui souffrent d'un manque d'activité, de fermeture en raison des contraintes administratives et des arrêts de fermeture administrative pour des activités dites non essentielles, de retrouver un peu de marge de trésorerie. Et ça, en complément, encore une fois, donc du fonds résilience. Donc aujourd'hui, on a ciblé du moins de 10,
salariés du moins 2 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ce que la communauté d'agglomération propose en premier lieu donc, aux communes, c'est de permettre à ces commerces qui sont fermés et qui n'ont pas le choix d'avoir donc de la trésor et donc par ce faire, puisque cette intervention sur ces commerces dépasse les compétences de la communauté d'agglomération, puisqu'il est noté en page donc 22 qu'il y avait une répartition donc, des compétences et que la compétence commerce était confiée donc aux communes, dès lors que ces commerces étaient situés hors zone d'activité économique, ce qu'on propose aux communes, c'est de les aider à maintenir leur commerce de proximité, commerce de centre-ville pour Châlons ou commerce de centre-bourg pour les donc, communes, au travers donc de ce fonds. Et donc si la commune participe, la communauté donc d'agglomération participera à l'aide maximale de 5 000 € à répartir effectivement avec la commune, soit 2 500 et 2 500 €. Qu'on soit bien d'accord donc sur cette répartition et sur cette première cible qui est visée, donc de commerce hors zone d'activité économique communautaire, et comme nous l'avions donc décidé donc dans la délibération du 27 septembre donc 2018. Ensuite, concernant la question qui est posée pour les artisans, si on peut mettre moins ou pas, la communauté d'agglomération, quoi qu'il advienne, puisque c'est sa compétence économique, interviendra à 100% sur l'aide artisan, on va dire tout ce qui n'est pas qualifié de commerce de proximité, qui n'est pas dans une zone d'intérêt économique communautaire. Il faut bien avoir ce distinguo donc en tête et qui est bien écrit et bien précisé donc dans la délibération. Aujourd'hui, sur l'abondement du fonds, on n'est pas parti dans une logique de X € par habitant comme la région donc a pu donc le faire. On est plutôt parti sur, on a raisonné donc en masse par rapport à notre expérience qu'on a pu avoir sur le CRSD, sur les exonérations, donc sur les aides, ce qui nous a permis grosso modo donc de dire donc 500 000 € dans un premier temps donc pour la communauté d'agglomération, voire un second abonnement donc de 500 000 et un montant équivalent si on veut se référer pour la ville de Châlons qui a estimé des besoins. Ensuite, concernant donc les propositions donc de nos collègues donc maires sur l'abondement de ce dispositif. Encore une fois, c'est un dispositif d'aide temporaire à la trésorerie. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui de solliciter donc nos collègues qui n'ont pas de commerce donc sur leur commune, mais qu'il va y avoir une fusée à plusieurs étages. Direct Trésor est le premier étage de cette fusée, et le deuxième étage, et j'espère qu'il n'en aura pas trop, le deuxième étage serait un plan de relance sur lequel donc, nous avons commencé donc, à travailler, et qui va consister à permettre à des entreprises qui ont connu la période trouble donc, que nous connaissons, d'avoir un redémarrage donc, de l'activité, de regarder comment on accompagne donc, ces activités économiques, ces entreprises à redémarrer le plus rapidement possible, au meilleur de leur capacité, avec le maximum donc, de leurs salariés, pour éviter que des gens se retrouvent ou continuent à être au chômage partiel. Et ça, je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons effectivement donc ensemble déterminer un montant d'engagement financier à la fois de la communauté d'agglomération et des communes qui souhaiteraient permettre à l'ensemble de notre territoire donc de rebondir et donc de mettre de l'argent dans ce fonds donc communautaire qu'on baptisera plan de relance ou autre, donc peu importe, mais d'avoir ce deuxième étage donc à la fusée, mais une fois que la période de confinement donc sera passée et une fois qu'on ira donc un peu plus clair sur les possibilités concrètes donc de reprise donc de l'activité économique. Concernant la remarque de M. Combi, on n'est pas là pour faire des donations aux entreprises. Encore une fois, on est garant de budget, on est garant donc d'argent public. C'est pour ça que nous mettons en place des dispositifs. Et donc, ces dispositifs, l'argent qui va être attribué doit être fait à la lumière de l'examen de certains documents financiers donc, et comptables, puisque nous devons rendre des comptes. Et je ne trouve pas que ce soit la bonne solution de donner de l'argent donc à des entreprises qui devraient d'une participation donc en cash de la communauté d'agglomération. Cherche pour nous de savoir si cet argent va effectivement être utilisé pour permettre la survie de l'entreprise ou pour boucher les trous. Encore une fois, c'est un fonds qui est là pour intervenir sur une situation conjoncturelle et pas sur une situation structurelle. Et nous intervenons vraiment en dernier ressort des autres dispositifs
donc qui peuvent exister. Et en plus de mémoire, les textes nous interdisent de verser directement donc de l'argent aux entreprises. J'ajouterai un point, c'est que nos services, donc mutualisés villes, communautés d'agglomération, sont en contact depuis une bonne quinzaine de jours donc avec les entreprises du territoire pour regarder à une reprise rapide des chantiers qui ont été donc à l'arrêt d'un commun accord donc avec les entreprises pour permettre à ces entreprises, lorsqu'elles le peuvent, lorsque les conditions d'hygiène, de sécurité, les conditions sanitaires le permettent, de remettre leurs salariés donc au travail, parce que les entreprises ont envie de travailler, elles n'ont pas envie de dépendre de la générosité publique qui est offerte par le chômage partiel ou par des reports donc, ou autres de charges. Et donc nous remettons en route un certain nombre donc, de chantiers lorsque toutes les conditions donc, de sécurité donc, sont réunies. Et de la même manière pour le soutien aux entreprises, je voulais vous préciser que tous les paiements ont été honorés en temps et en heure, notamment pour permettre aux chantiers qui étaient réalisés ou en cours d'exécution, permettre aux entreprises donc d'avoir donc de la trésorerie et d'être payés donc par le travail qui a été fait, puisque vous avez pu entendre ici ou là que certaines collectivités, notamment à la mise à l'arrêt de salariés du télétravail rendu donc impossible ou autre, ce que nos collectivités ont pu très bien faire, donc les paiements n'ont jamais été donc suspendus et donc tous les engagements financiers donc, ont été faits donc, en temps et en heure, puisque c'est également ça d'aider l'économie locale, c'est de permettre aux entreprises donc d'avoir de la trésorerie pour faire face à leurs charges donc, quotidiennes de fonctionnement. Les précisions apportées par M. Matt sont très claires. Sur le dernier point, je voudrais insister sur le fait que nos chantiers ne peuvent repartir que si les conditions de sécurité sont certifiées, effectivement. C'est le cas de deux de nos investissements, je parle pour la communauté d'agglomération importants. C'est d'une part le campus et d'autre part la nouvelle déchetterie. Je pense qu'on est dans la clarté et qu'on peut voter maintenant. Plus personne ne demande la parole. On va voter. J'ai entendu des mouvements, des personnes qui étaient entrées ou sorties. Est-ce qu'il y a de nouveaux votants potentiels au moment où je vais lancer le vote? Bon, il y a des gens qui ont dû sortir alors. Sur le rapport numéro 4, y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Monsieur le Président, M. Marchand s'abstient. Pardon? J'ai déconnecté. M. Marchand s'abstient parce que j'étais déconnecté 4 fois des débats et je n'ai pas du tout entendu. Ah, vous ne souhaitez pas participer au vote alors? Monsieur Marchand? Pardon? Monsieur Marchand? Oui. Vous ne souhaitez pas participer au vote? Non, je participe au vote parce que j'ai perdu la connexion pendant pas mal de temps. Bon, alors c'est une non-participation. Il n'y a pas de vote contre. Il y a une non-participation, c'est celle de Monsieur Marchand. Il n'y a pas d'abstention. Le rapport 4 est adopté à l'unanimité des votants. Je passe... Philippe Desgrois, s'il vous plaît. Pardon? Monsieur le Président, Philippe Desgrois, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Desgrois, nous venons de voter, hein. Oui, mais j'ai voté pour, ça ne pose aucun problème. Oui. Simplement, à partir de quand peut-on poser un dossier sur Direct Trésor? Eh bien, la plateforme existe de fait pour la région depuis ce matin. Jérôme, vous pouvez répondre? C'est le même dispositif? Oui. Alors, je peux répondre. Nous attendions, et donc Karine Bonne et Martine Isola ne m'en voudront pas, nous attendions le formalisme donc, du dossier de la région pour reprendre à l'identique le même dossier. Donc maintenant que la plateforme donc, est ouverte, nous allons faire un copier-coller donc, de cette plateforme. Mais si vous avez déjà donc, des entrepreneurs qui souhaitent déposer un dossier parce que vous savez qu'ils ont des difficultés, adressez-moi donc, leurs coordonnées, on va noter, et dès que la plateforme donc, est ouverte, on leur enverra donc les codes et surtout on va pouvoir commencer à instruire donc leur dossier s'il y a des besoins donc pour travailler donc en temps masqué
pour qu'ils puissent réunir donc les documents donc nécessaires et qu'on puisse arriver, dès que c'est ouvert, devant le comité d'engagement, prêt à répondre à sa demande. Jérôme, vous pensez que notre premier comité pourra se tenir quand? J'ai dit tout à l'heure avant fin avril. Ah oui, ben moi dans l'idée, il faudrait qu'on arrive donc vendredi prochain. Mais alors c'est pareil, hein, ça va dépendre du nombre de dossiers qu'on va avoir. Si on n'a pas de dossier, on ne va pas réunir nos comités. Mais s'il faut tenir un comité vendredi prochain, on réunira un comité vendredi prochain. Ok, merci. Je vais passer au rapport numéro 5 maintenant. Je ne sais pas si c'est M. Gesson ou M. Lebas qui le rapporte. C'est moi, Monsieur le Président, Jacques Gesson. Eh bien, vous avez la parole. Donc, il s'agit de la première décision modificative de notre budget principal à hauteur de 2 860 286 euros dans la section d'investissement. Vous avez en fin de délibération un tableau très explicite qui reprend les différents besoins tant en recettes qu'en dépenses, les participations des subventions de la ville et de la CAC à hauteur de 1 million d'euros, et ensuite le fonds régional, le fonds local, l'abondement, et apparaît aussi en financement un recours à l'emprunt à hauteur de 500 000 euros. Pour rassurer M. Rouleau, je vous rappelle que lors de nos 3 budgets précédents, nous avions inscrit des emprunts qui n'ont pas été réalisés puisque nous n'en avions pas eu besoin. C'est un principe de précaution. On inscrit les 500 000 euros et on activera l'emprunt si nécessaire. Mais au moment où je vous parle, ce besoin n'est pas encore identifié. Voilà pour cette décision modificative numéro 1. Merci. Alors, y a-t-il des questions? Oui, Monsieur le Président, Maxime Gérardin, une question. Oui, Monsieur Gérardin. Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est une question indirecte à cette délibération que je voterai bien évidemment. C'est une question concernant les commandes de masques. On voit plusieurs intercommunalités faire des commandes groupées de masques pour les communes en vue notamment de la fin du confinement à partir du 11 mai, notamment avec la réouverture de certaines écoles. Je voulais savoir si notre intercommunalité avait une stratégie en la matière ou une opération en cours sur les commandes de masques, ou est-ce qu'il y aura d'autres solutions qui ont été Oui. trouvées. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Nous n'avons formellement pas pris de décision en ce qui concerne ce problème. Est-ce que M. Apparu pourrait nous donner son point de vue? Monsieur le Président, j'ai Madame Jeannot qui est à mes côtés et qui œuvre en permanence à contacter tant les fournisseurs que les communes qui ont des besoins. Donc je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Effectivement, donc la ville de Châlons, mais avec l'AGLO, envisage de passer des commandes de masques à plusieurs fournisseurs parce que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des masques alternatifs, c'est-à-dire des masques en tissu pour le 11 mai, date donc normalement de fin de confinement. Nous avons là la possibilité effectivement d'en passer. On a notamment un fournisseur qui est Chantel à Épernay, et je sais qu'aujourd'hui l'Union amicale des maires de la Marne a envoyé à chaque élu la possibilité de commander des masques. C'est notamment le même fournisseur que celui que nous avons trouvé. Alors, je propose que nous fassions un tour des maires, pas maintenant bien sûr, que nous fassions un tour des maires au moment de passer la commande. Et si certains n'ont pas commandé avant ou n'ont pas l'assurance d'en avoir avant, nous pourrions les grouper, faire un groupement d'achat avec la ville de Châlons. Alors, Président, je veux bien qu'effectivement les maires nous fassent passer leurs besoins en commande de masques, mais s'il vous plaît, messieurs les maires, il faudrait que ça soit pour demain, si nous voulons avoir les livraisons pour la semaine du 11 mai. Alors, mesdames et messieurs les maires, vous êtes pratiquement tous là, autour de la table invisible. Jusqu'à demain soir, Madame Jeannot? Sinon, je le répète, les maires peuvent passer par l'Union amicale des maires, c'est le même tarif. On peut, Madame Bulletin, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le tarif?
lui, c'est... 67 centimes. 67 centimes. Non. Si on parle des masques alternatifs, c'est 2,90 hors taxe, c'est-à-dire 3,48 TTC. Mais la ville et l'aglo ne pourront pas vous donner un meilleur tarif. C'est le même tarif que celui qui est proposé par l'entreprise Chantel. Oui, bien entendu, nous ne sommes dans ce cas-là que des intermédiaires, hein, mais nous ne pouvons pas les offrir. Ah ben non. On est bien d'accord. Marie-Jeanne Troncheur est souhaitée prendre la parole. Eh bien, qu'elle prenne la parole. Que nous avons été contactés la semaine passée pour connaître les besoins en matière de masques. Donc la réponse que la commune de Montchelon va apporter concernait les besoins pour ses services et ses agents. Et on a fait une précommande vendredi. Lundi soir, le président de la République a annoncé que les communes mettraient à disposition des habitants des masques. Et on ne sait pas exactement si il appartient au maire de les commander ou si c'est la préfecture qui nous les fournit. Qui passe commande, comment c'est livré et disponible pour le 11. Moi, je n'ai pas de précision là-dessus et la préfecture ne m'en a pas donné, ni l'association des maires de la Marne. Bon, on va regarder votre problème, Madame Tronchet. Monsieur le Président, une question pour Eddy Namur. Oui, allez-y. Toujours sur les masques, est-ce qu'il est prévu, lors du déconfinement, que l'on puisse occuper les agents de masques lors de leur retour en poste? Nous ferons... Si vous le voulez bien. Oui, Benoît. Si vous voulez bien, Bruno. Oui. Benoît apparu. Je vais essayer de faire un petit résumé parce que je sens que la situation concernant les masques est aussi compliquée à Chalon qu'elle ne l'est sur le plan national. Et si on pouvait éviter de reproduire l'ensemble des errements qu'on a pu avoir sur les annonces diverses et variées qu'on a pu entendre au national, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Pour essayer de se résumer, nous avons la ville de Chalon, pour la ville, l'agglomération, Épernay, Reims, département de la Marne, département des Ardennes et département de l'Aude, fait une commande de masques chirurgicaux et de masques FFP2. Les FFP2 sont arrivés, ils étaient à destination évidemment des soignants. Nous allons avoir des masques chirurgicaux à 1,3 million, dont 270 000 pour nous, qui devraient arriver, j'espère, cette semaine ou au début de semaine prochaine, au plus tard, mais chacun sait bien que ce type de masque est commandé en Chine, il y a beaucoup de difficultés actuellement de livraison. Les masques que nous allons récupérer à Chalon, ils ont une vocation principale à équiper les soignants. Et nous pourrons évidemment, sur la base de ces masques chirurgicaux, également équiper, pour répondre à Rudy Namur, nos agents qui sont en contact direct dans le cadre de la période de confinement avec les populations. C'est un premier élément. Autrement dit, on parle là de masques qui sont utilisés pendant la période de confinement, c'est-à-dire avant le déconfinement. La question qui est évoquée des masques dits alternatifs, aujourd'hui appelés grand public, est une question d'une nature différente. Elle concerne principalement les populations ou les entreprises lorsqu'elles seront en déconfinement, autrement dit, après le 11 mai. Et donc on a bien deux situations qu'il faut distinguer, la situation avant le 11 mai et la situation après le 11 mai. Sur l'après 11 mai, nous sommes effectivement en train de discuter avec un certain nombre de partenaires économiques potentiels pour acheter des masques dits alternatifs qui sont donc réutilisables pour équiper dans un premier temps les personnes qui sont fragiles, les plus de 70 ans, qui sont en situation de handicap, qui ont des pathologies particulières, pour être sûr que ceux-là soient tous évidemment équipés. Et puis d'essayer d'aller plus loin et de regarder dans quelle mesure nous pouvons équiper l'ensemble de la population. Ça, c'est le deuxième élément. Ce qu'il nous faut éviter, me semble-t-il, c'est que les uns et les autres, on commande des masques dans tous les sens. Si les communes font des masques, si l'agglo fait des masques, si la ville de Chalon fait des masques, si l'Union amicale de la Marne fait des masques, ça va commencer à générer une difficulté monstrueuse d'approvisionnement. Et donc, pour l'instant, il y a deux filières, me semble-t-il, qui sont à mobiliser. Il y a l'appel qui a été fait par l'Union amicale des maires auprès des différentes communes, pour celles qui le souhaitent, pour pouvoir équiper soit leurs habitants,
soit leurs collaborateurs. Et puis, il y a le marché qui est en train de passer, la ville de Châlons, qui sera évidemment ouvert pour l'agglomération Salvatoire, nous permettant d'équiper nos populations dans le cadre du déconfinement. Mais il faut vraiment qu'on arrive à distinguer l'avant-confinement et l'après-déconfinement, l'avant-déconfinement et l'après-déconfinement, et il nous faut distinguer différents types de populations, à savoir la population des soignants, la population de nos collaborateurs, la population grand public, pour qu'on évite de démultiplier les commandes des uns et des autres. La situation des masques est suffisamment complexe pour qu'on n'en rajoute pas les uns et les autres en passant chacun nos commandes de nos côtés, sinon on ne s'en sortira pas. Benoît. Aujourd'hui, le travail qui était fait par Eliane Genot nous permettant de récupérer de commander un certain nombre de masques est en cours. On informera évidemment les uns et les autres des capacités que nous avons trouvées. Mais je crois qu'il nous faut éviter de retarder tous les jours, toutes les 24 heures, en essayant de faire des groupements de commandes de plus en plus complexes, parce que sinon, on ne passera pas commande. Et si on ne passe pas commande, on ne sera pas livré pour le 11 mai. Chacun peut mesurer que si la France doit équiper 60 millions de Français de masques, les productions françaises ou internationales ne suffira pas en l'espace de quelques semaines. Il faut donc qu'on essaie de se discipliner en la matière, qu'on aille très vite pour passer nos commandes, sinon nous n'aurons rien le 11 mai, nous ne pourrons pas équiper nos populations. Alors, Benoît, ce que vous venez de dire conforte la parole de Madame Janot en réponse à Madame Butin, c'est-à-dire il faut une réponse avant demain soir. C'est-à-dire que si vous le voulez bien, nous allons effectivement, pour ce qui nous concerne, ville de Châlons, en accord avec l'agglomération, bien évidemment, faire des commandes. On rediffusera évidemment à l'ensemble des territoires. Et si on commence demain à devoir faire l'appel de chacune des communes pour savoir qui on veut pas, je crains qu'on reperde 24 heures. Et si on reperd 24 heures, on va perdre des semaines dans les livraisons qui sont les nôtres actuellement. D'accord. Toutes 24 heures perdues, c'est une semaine de paumé en livraison, que bien évidemment, derrière, il y a plein d'autres communes, plein d'entreprises qui commandent des masques alternatives. Nous avons déjà beaucoup de mal à trouver des fournisseurs. À chaque fois qu'on perd du temps pour passer commande, c'est vraiment des jours et des jours de livraison qui sont perdus. D'accord. Merci, c'est bien clair. Y a-t-il une question? S'il n'y en a pas, et avant de clore cette séance, j'ai une demande à vous faire. Vous avez reçu le compte-rendu de la réunion du 13 février, au cours de laquelle je vous ai fait mes adieux. Je serais peut-être appelé à en refaire d'autres, mais je voudrais que vous me disiez s'il y a des observations sur le compte-rendu de la réunion du 13 février. Il n'y a pas d'observation, donc le PV est adopté. Je fais allusion au fait que j'aurais peut-être à vous dire au revoir à d'autres occasions. Je voudrais préciser, parce que j'ai été l'objet de nombreuses questions là-dessus, je voudrais préciser ce qu'a priori tout le monde sait, et je ne sais pas plus que les autres. Le deuxième tour des élections municipales n'a pas eu lieu. Vraisemblablement, il n'aura pas lieu le 21 juin. Et je dis vraisemblablement. Et s'il n'a pas lieu le 21 juin, il aura lieu peut-être au mois de septembre ou au mois d'octobre prochain. Ou peut-être, c'est une autre hypothèse, au mois de mars 2021. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de moi. Je voudrais simplement souligner que nous sommes les uns et les autres en place actuellement et que c'est nos assemblées municipales ou notre assemblée communautaire, telles qu'elles existaient avant le 15 mars, qui continuent leur rôle. Donc, messieurs les maires, qui n'êtes plus maires dans la tête, monsieur le Président, je m'adresse à moi-même, nous restons en fait en place. La preuve, nous sommes réunis ce soir avec un règlement provisoire pour l'agglo tant que l'état d'urgence sanitaire existe. Je lève la séance et je vous remercie parce que... Monsieur le Président. Oui. Nous n'avons pas voté la dernière délibération. Ah, nous n'avons pas voté. Ah, nous n'avons pas voté. Donc, je vais faire voter et après, je vous remercierai une nouvelle fois parce qu'il y a eu une mobilisation très, très grande ce soir
Et c'était vraiment super. Alors, sur ce dernier rapport, il y a des élus qui sont contre. Est-ce que quelqu'un est contre sur la décision modificative? Est-ce que quelqu'un s'abstient sur la décision modificative? Non, eh bien, elle est votée à l'unanimité. Merci beaucoup et bonne soirée.